13h sur Radio Sénégal, le journal à la présentation. Adja Fatou Sarr, Ibrahim Sadi, bonjour. Tout de suite, les titres. Bonjour Adja Fatou, bonjour à tous. À la une de l'actualité, marche pacifique des populations du Pakao dans le département de Sédhiou. Elles réclament le désenclavement de leur contrée ainsi que son électrification. La France qui accompagne le Sénégal dans son développement tourné au sud du pays. L'ambassadeur Christophe Bigot annonce que Paris va mobiliser plus de 30 milliards de francs CFA pour la promotion de la riziculture dans le bassin de l'Amambé. Et puis le centre de pêche de Guidik dans la région de Louga va bientôt faire peau neuve. Oumar Gueye, le ministre de la Pêche qu'il a visité ce week-end, promet sa réhabilitation. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Tanda Khaniaï, l'invité de la rédaction et le secrétaire général de l'Association sénégalaise des professionnels en ressources humaines. Selon lui, la question sur le bien-être au travail n'est pas suffisamment prise en compte dans les entreprises sénégalaises, d'où les assises de l'entreprise du CNP. La revue de presse, c'est l'affaire de Arona Diouf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Direction Pakao dans le département de Sédhiou. Là-bas, les populations ont battu le macadam. Oui, elles réclament le désenclavement de leur localité ainsi que son électrification. Elles l'ont fait savoir au cours de cette marche pacifique Mamadou Kanté. Cette marche pacifique, initiée par le mouvement pour le développement du Pakao, est partie du pont Diop Kounda pour aboutir au village de Marandan. Ces populations venues des villages environnants réclament de meilleures conditions de vie, notamment le désenclavement de leur contrée ainsi que son électrification. Bekay Djebaté est le président du mouvement. Depuis Sédhiou jusqu'à Kolda, bon gré l'état de la route, mais il y a une absence totale d'électricité. Le Pakao, je pense, a longtemps vécu dans l'obscurité. Pakao fait à peine plus de 50 villages. Karantaba est un grand site religieux, mais si à l'approche du Gamou annuel de Karantaba, la route n'est pas en bon état, nous avons tous entendu le président concernant le barrage de Diobokonda. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, rien n'a été fait. De Sédhiou jusqu'à Kolda, ça fait plus de 100 km, sans lycée, sans hôpital digne de son nom. Vous pensez qu'on peut continuer à vivre dans ça? Ces populations menacent de ne pas voter pour la coalition Ben Bokk Yakaar si leurs revendications ne sont pas prises en compte d'ici 2 mois. 2 mois, je dis, parce que les élections, c'est le mois de juillet. Si dans 2 mois, si jusque-là, on n'a pas eu de réponse de la part du gouvernement, nous allons prendre nos mesures, mais maintenant et communiquer à l'ensemble de la population de Pakao quelles sont les mesures à prendre contre ce qui est en train de se passer. C'est en ce moment-là que la population saura s'il faut voter ou pas, ou bien s'il faut voter d'un cas, laissant l'autre. Malgré tout, ces populations du Pakao gardent espoir et pensent que le gouvernement va réagir à cette marche pacifique de plus. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. Interpellé sur cette manifestation, le président du conseil départemental de Sédhiou a réagi. Boubacar Wilembo Biaï rassure, il annonce le démarrage des travaux d'électrification sur 50 km de dorsale sur cette zone. Le président du conseil départemental de Sédhiou est au micro de Mamadou Kanté. L'électricité de l'axe du Pakao, l'État a presque bouclé le dossier. Je dis presque parce que je ne veux pas indiquer la fin des travaux. Mais les travaux ont commencé. C'est ce qui va quitter Banger pour 50 km de dorsale. J'ai même été saisi par le ministre Benoît Sambou, Mendinka, la direction de l'éducation. On a dû faire le travail, on a cité Sakar, Kerewan, Djannamalari, Djannaba, Karsia, Oudoukar, Mankono, les gros villages, y compris Marandan, qui doivent bénéficier du programme donc de haute tension, comme les gens ont l'habitude de le dire. La population, je comprends leurs sentiments. C'est la seule préoccupation aujourd'hui pour ces populations de Pakao. Elles l'ont fait savoir au président de la République, qui a immédiatement réagi à travers ce que je viens de vous dire. C'est vrai que la nouvelle n'était pas encore arrivée à leur niveau, raison pour laquelle ils sont sortis. Mais qu'ils se rassurent, le président de la République lui-même a réglé cette question de l'électricité dans le Pakao. C'était à l'instant l'honorable député Boubacar Wilembo Biaï, président du conseil départemental de Sédhiou. Parlons à présent de la fin de la tournée de l'ambassadeur de France dans le sud du pays. Sur place, l'ambassadeur Christophe Bigot a annoncé la mobilisation d'un fonds de plus de 30 milliards de francs CFA. C'est pour accompagner la riziculture dans le bassin de l'Amambé. La France, selon Christophe Bigot, va aussi doter la maison d'arrêt et de correction de Kolda de plusieurs blocs sanitaires. C'est ce que nous dit Moussa Banora.
Ce face-à-face de l'ambassadeur de la France au Sénégal avec la presse était axé sur un certain nombre de questions. D'abord, le bassin de l'Anambé avec un appui de 47 millions d'euros selon Christophe Bigot. Promouvoir de la culture irriguée, de la culture pendant la saison sèche, sur un périmètre qui pourrait atteindre jusqu'à 3000 hectares. Et ce qui manque, ce sont les capitaux, l'argent, les méthodes, former les agriculteurs et apporter les nouvelles techniques qui permettent aujourd'hui d'avoir une riziculture très compétitive avec des rendements qui pourraient atteindre jusqu'à 9 tonnes à l'hectare. En ce qui concerne Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui ont bénéficié de 700 000 euros, un bilan d'évaluation du projet est prévu dans le cadre du suivi des activités, nous dit Christophe Bigot. On va regarder le bilan qu'on fait de ce projet. Et si l'évaluation est positive, et pour l'instant je n'ai eu que des échos positifs, eh bien le projet sera poursuivi. Au niveau de la maison d'arrêt de correction de Kolda, un montant de 40 000 euros a été débloqué pour la construction de blocs sanitaires. Kolda est une région où beaucoup de jeunes prennent le chemin de l'immigration clandestine. Sur ce phénomène, l'ambassadeur estime que c'est une erreur avant de donner des raisons. Beaucoup de passeurs escroquent les migrants, voire les abandonnent dans le désert et les laissent à une mort atroce. Tous les efforts qui sont faits pour les secourir en mer, beaucoup de ces migrants disparaissent en mer dans des conditions là aussi abominables. La Casamance, plus précisément le secteur du tourisme, a également été évoqué par Christophe Bigot. Il était déconseillé aux touristes de se rendre en Casamance. Et ce qu'il m'avait dit m'a conduit à envoyer un rapport à Paris. Ces conseils sont aujourd'hui beaucoup moins restrictifs qu'auparavant. Kolda, Moussa Banora, RTS. Le centre de pêche de Guidic dans le département de Louga sera réhabilité. Et c'est le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime en visite hier dans le département de Louga qui l'a annoncé. En effet, ce centre créé en 1957 fait face à un manque criant d'infrastructures. À cela s'ajoute donc l'absence d'électricité et le manque de financement pour les femmes transformatrices. Autant de difficultés qui ont fini par plomber le centre. Ousmane Beng. C'est un centre de pêche en état de délabrement avancé que le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime est venu visiter à Guidic. À sa création en 1957, les populations du Bas-Ferlo avaient applaudi des deux mains. Elles qui se ravitaillaient tous les jours au niveau du centre pour aller vendre le poisson dans les loumas. 60 ans après, le produit se fait rare. Une situation qui, selon le maire de Sieur Sidi Diorka, le président du conseil local de pêche et la présidente des femmes transformatrices, s'explique par le fait que le centre souffre d'un manque criard de matériel et de logistique, sans compter l'absence d'électricité et le manque de financement, entre autres difficultés. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime entend procéder à la réhabilitation du centre de pêche de Guidic. Le centre qui date de 1957 mérite une rénovation. Nous allons le faire. Nous allons augmenter le personnel. Également ses moyens de déplacement, notamment ses moyens nautiques. Nous allons équiper ce personnel avec 2 pirogues en fibre de verre équipées de moteurs hors bord. De l'eau potable pour les riverains du lac de Guiers, une vieille doléance des populations. Selon Omar Gueye, le projet a déjà démarré. Lors du conseil des ministres délocalisé dans la région de Louga, son excellence Monsieur le Président Macky Sall s'était ému du fait que les villages autour du lac de Guiers n'avaient pas d'eau. Il avait donné des instructions qui sont en train d'être mises en œuvre par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement à travers l'OLA, qui a un important programme d'alimentation en eau de la quasi-totalité des villages autour du lac de Guiers. Pour ce qui est du financement des femmes marieuses et transformatrices, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime estime que le gouvernement est très avancé dans sa conception et que très bientôt va démarrer sa mise en œuvre. En attendant, le conseil départemental de Louga, à travers son fonds départemental de développement, va débloquer une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour appuyer les femmes et les jeunes qui s'activent dans le sous-secteur. Ousmane Khan, Louga, Radio Sénégal. Un Ousmane pas bien caché, un autre, il s'agit bien de Ousmane Khan. Une bonne nouvelle pour les Diourbellois, la ville va bénéficier d'un nouveau plan directeur d'assainissement. Et les appels d'offres seront lancés au mois de novembre prochain. Le projet a réuni l'administration, les chefs de quartier et les élus pour un partage d'études de faisabilité du projet Oscar Tendeng. Depuis 2015, le plan directeur de l'assainissement de la ville de Diourbel est devenu obsolète. Il va falloir d'abord faire des études d'actualisation du plan directeur. La réalisation d'un nouveau plan d'assainissement s'impose et c'est le sens du projet qui sera financé par l'Union européenne et l'État du Sénégal dans 5 villes dont Diourbel. Touba Dior, chef de projet à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. L'assainissement ne peut se faire sans pour autant se baser sur un plan directeur. C'est le schéma qu'il faut suivre pour réaliser les travaux en toute cohérence pour qu'il n'y ait pas de problème. Plusieurs volets seront pris en compte comme le traitement des eaux usées, la réalisation
l'implantation d'un réseau de drainage des eaux pluviales, entre autres. Explication. L'État du Sénégal est tellement conscient de la demande des populations de la commune de Diourbel, non seulement sur le volet usé, mais sur le volet eau pluviale. Mais ce plan directeur, il y aura des aspects techniques et des aspects aussi qui ne sont pas techniques, notamment la valorisation des eaux usées. Donc le consultant que nous allons confier le travail intégrera ce volet de valorisation, non seulement des eaux après traitées, mais même de la boue qui est récupérée après traitement, que nous pourrons aussi utiliser comme engrais dans les champs maraîchers. Pour faire bénéficier les familles de branchements sociaux, le chef de projet à l'Office national de l'assainissement du Sénégal appelle à la mobilisation de tous. Nous avons eu à dérouler un premier projet ici, qui était effectivement un branchement social, et il s'est trouvé que la population n'avait pas pu suivre cette approche participative. L'État est conscient du niveau de vie des populations, c'est pour ça qu'il préconise cette politique de branchement social. Les appels d'offres seront lancés au mois de novembre prochain. Oscar Tendin, Diourbel, Radio Sénégal. En politique sur place à Diourbel, le PDS a sonné la mobilisation de ses militants. Les camarades de Khadim Gueye ont reçu hier le comité directeur du PDS, à sa tête son coordonnateur Omar Sarr, en tournée d'échange et d'information. Objectif Adja Fatou Sarr, tâter le pouls du parti. Compte rendu Joseph John. C'est par une forte mobilisation que la délégation du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, conduite par son coordinateur Omar Sarr, a été accueillie à Diourbel Commune ce dimanche. Une visite de proximité aux militants du PDS qui a pour objectif. Nous sommes venus ici à Diourbel dans le cadre d'une tournée nationale de revue des troupes du Parti démocratique sénégalais. Bien sûr, rencontrer les responsables et les militants des 12 communes qui composent le département de Diourbel. Nous avons bien sûr d'abord exposé les raisons pour lesquelles nous étions venus avec la lettre de mission du président Abdoulaye Wade, qui est le secrétaire général national du PDS. De mobilisation forte, la salle était archi-com. Ça montre que le PDS se porte bien dans le département de Diourbel et notre objectif bien sûr c'est de l'emporter très largement lors des élections à venir parce que nous avons cette force-là et cette force je pense que nous avions c'est amplifié avec tous les jeunes qui ont vraiment adhéré et c'était visible dans la salle. Une étape diourbelloise durant laquelle le nom de Fils Wade a été le refrain psalmodié à tue-tête par les partisans du pape du Sopi ici à Diourbel. Joseph John, Diourbel pour Radio Sénégal. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'UCS en tournée politique à Guédiawaye souhaite plus de place à la banlieue. Et celle-ci doit être la 15e région du Sénégal, soutient même Abdoulaye Baldé qui plaide pour une bonne politique publique en faveur de la banlieue de Dakar. Abdoulaye Baldé, secrétaire général de l'Union des centristes du Sénégal au micro d'Aly Ndiaye Diouf. Venons dans la banlieue parce que nous considérons que c'est le Sénégal en miniature. Et nous avons toujours dit que dans notre politique, nous allons considérer la banlieue non pas en termes physiques, mais en termes de programmation de politique publique. Nous allons considérer la banlieue comme la 15e région du Sénégal. En termes de masse, en termes de population, la banlieue concentre une bonne partie de la population sénégalaise. Et beaucoup plus grande que beaucoup de régions de notre pays. Par conséquent, en termes de politique publique, nous avons dit nous n'allons pas mettre un gouverneur dans la banlieue, mais nous allons dans la programmation des politiques publiques, chaque fois que nous parlerons d'une région, nous parlerons de la banlieue. Donc, c'est pour cela que, compte tenu de l'importance que nous accordons à la banlieue, que j'ai tenu aujourd'hui à venir présider ce meeting auprès de notre ami Jean-Claude Faye. Je tiens à féliciter tous les responsables de Guédiawaye pour la mobilisation que nous avons constatée en arrivant, pour la ferveur, mais aussi je voudrais inviter tous les responsables de Guédiawaye, ceux qui sont ici au niveau des parcelles, unité 1 jusqu'à 6, mais aussi ceux qui sont dans les autres communes d'arrondissement. C'était à l'instant Abdoulaye Baldé, secrétaire général de l'Union des centristes du Sénégal, propos recueillis par Aly Ndiaye Diouf. Les corridors dans l'intégration régionale au menu d'une rencontre initiée ce matin par la Banque islamique de développement. Oui, cette rencontre se veut une occasion pour montrer le rôle important des corridors dans l'intégration régionale et la facilitation des échanges en Afrique. La cérémonie d'ouverture de cet atelier initié, vous l'avez dit, par la BID, la Banque islamique de développement, a été présidé par le secrétaire général du ministère du Commerce. C'est un compte rendu signé Diorniaï Sissé. Le Sénégal, un pays qui est en retard par rapport aux échanges intercontinentaux, cet atelier est une occasion de voir dans quelle mesure nos échanges commerciaux peuvent être développés. Makhtar Lar, secrétaire général du ministre du Commerce. Le Sénégal et les pays africains ne sont pas totalement connectés aux chaînes de valeur internationales mondiales.
Pour ce faire, il faudra donc faire la promotion du commerce déjà entre pays africains et entre pays membres de l'OCI, avant éventuellement d'attaquer les marchés extérieurs. Du point de vue des moyennes internationales, on est au-delà de 50%. Et même pour certains groupes comme l'Union européenne, on est au-delà de 70%. C'est vous dire que de ce point de vue, en termes d'échanges intra-régional, nos pays sont très en retard. La promotion du commerce et des corridors de transport exige que tous les acteurs fournissent davantage d'efforts afin de faire l'intégration régionale une réalité. Ali Mahmoud, représentant de la BID. C'est un nouveau programme qui est pour l'intégration globale et même pour des pays qui ne sont même pas membres de l'Organisation mondiale du commerce. Le nouveau programme de la Banque islamique, c'est pour faciliter généralement la promotion des corridors, la promotion du commerce, disons, régional, global et régional. Plusieurs initiatives importantes de facilitation des échanges sont prévues par la BID, notamment l'accord sur la facilitation des échanges, l'aide au commerce et les installations de facilitation du commerce sur le continent, entre autres. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'information hors de nos frontières et nous démarrons avec la visite ce lundi en Algérie de la chancelière allemande. C'est dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours, Angela Merkel doit rencontrer le président Abdelaziz Bouteflika et évoquer avec les autorités algériennes 3 dossiers principaux, à savoir l'immigration, la lutte contre le terrorisme et la coopération économique. Les États-Unis ne sont pas en Irak pour s'accaparer le pétrole. C'est ce qu'a déclaré ce matin le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, en visite à Bagdad. C'est sans doute pour apaiser les craintes après des déclarations controversées du président américain. Donald Trump a plusieurs fois affirmé que les États-Unis auraient dû voler le pétrole irakien avant de retirer leurs troupes de ce pays en 2011 pour financer l'effort de guerre et pour priver le groupe État islamique d'une source vitale de financement. Ouverture ce matin en Turquie du procès des personnes impliquées dans une tentative d'assassinat du président Erdogan. Sont concernées 47 personnes, les 44 sont en détention préventive, les 3 autres activement recherchées, donc seront jugées par contumace. Elles sont soupçonnées d'avoir tenté d'assassiner le président turc dans un complexe hôtelier de la côte Égène lors du coup d'État manqué du 15 juillet. Ibrahima Sadi, c'est la fin de cette première partie. Un rappel des titres. La marche pacifique des populations du Pakao dans le département de Sédhiou. Ces populations réclament le désenclavement de leur contrée ainsi que son électrification. La France qui accompagne le Sénégal dans son développement en tournée au sud du pays, l'ambassadeur Christophe Bigot annonce que Paris va mobiliser plus de 30 milliards de francs CFA pour la promotion de la riziculture dans le bassin de l'Amambé. Et puis le centre de pêche de Guidic dans la région de Louga va bientôt faire peau neuve. Omar Gueye, le ministre de la Pêche qui l'a visité ce week-end, promet sa réhabilitation. Je rappelle que dans la deuxième tranche, vous aurez la revue de presse et c'est l'affaire de Arona Diouf. Vous aurez l'invité de la rédaction, c'est le secrétaire général de l'Association sénégalaise des professionnels en ressources humaines. Selon lui, la question sur le bien-être au travail n'est pas suffisamment prise en compte dans les entreprises sénégalaises, d'où les assises de l'entreprise du CNP. Eh bien, les sports, c'est tout de suite. Radio Sénégal, les sports. Eh bien, la page des sports est présentée en direct par Tanda Ndiaye. Bonjour. Bonjour à tous. En football, les U20 du Sénégal vont balayer Lusaka dans quelques heures pour la CAN de leur catégorie Zambie 2017. Oui, autrement dit, les juniors du Sénégal qui vont quitter Dakar cet après-midi, vous l'avez dit, pour la Zambie. Ils vont donc prendre part à la CAN des moins de 20 ans prévue le 26 février, du 26 février au 5 mars prochain. Hier, les protégés de Joseph Koto ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports, Matarba. Le Sénégal, faut-il le rappeler, partage le groupe B avec l'équipe du Soudan, de l'Afrique du Sud et du Cameroun. On va souhaiter une très bonne chance à nos lionceaux. On reste sur la compétition continentale. Les clubs sénégalais s'arrêtent au premier tour. Oui, tout à fait. Les clubs sénégalais, en tout cas, ce week-end en a été une grosse illustration. Les clubs engagés à cette compétition africaine ont été éliminés au premier tour et l'US Gorée et l'équipe de Niary Tally ont respectivement été sortis de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération par le Oreya
Athletic Club de Guinée, mais aussi APGS, l'équipe du Cameroun. Les années se suivent et se ressemblent pour le football sénégalais qui n'arrive pas à passer ses préliminaires en club. Certains observateurs expliquent cette situation par le faible niveau des clubs sénégalais. Décryptage Abidjalo. Les années se suivent et se ressemblent pour les clubs sénégalais qui ne peuvent plus briller sur le continent. Le football sénégalais n'arrive même plus à passer les préliminaires. Ce week-end, NGB Niaritali et US Gorée, respectivement engagés en Coupe CAF et Ligue africaine des champions, ont été éliminés par APGS Fanfou et Orea de la Guinée. En 2015, AS Pikine et l'Olympique de Ngor ont été sortis en 16e de finale par USM Alger et OAC du Ghana. En 2014, Djambar de Sali et Diaraf de Dakar se sont arrêtés en préliminaire devant Asfa Yenenga du Burkina Faso et Wark du Ghana. Bref, pour ne citer que cela, une question mérite alors d'être posée. Pourquoi nos clubs ne peuvent-ils plus percer en Afrique? Notre consultant et technicien du football, Cheikh Tidiane Biteye, semble trouver la réponse. Il n'y a même pas à chercher de midi à 14. C'est vraiment un niveau très faible qu'il va falloir améliorer. Il va falloir beaucoup travailler. C'est d'abord régler le problème au niveau financier. Au niveau financier, explique qu'il va falloir de gros budgets pour nos équipes. Parce que comparativement avec, en tout cas, celles que nous rencontrons en Afrique, c'est des budgets qui tournent autour de 2, 3, voire 4 milliards. C'est un problème. Donc, pour les confronter, c'est extrêmement difficile. Il va falloir alors arriver à ce niveau. Selon encore Cheikh Tidiane Biteye, le premier frein du développement sportif de nos clubs est l'instabilité au sein des effectifs. Des meilleurs joueurs qui partent changer leur talent à l'extérieur, garder nos joueurs, de pouvoir les fixer avec de bons salaires, ce qui permettrait en tout cas à nos entraîneurs de pouvoir les faire progresser. À ce niveau, nous pêchons. Il faut que les équipes se donnent les moyens de s'adonner à leurs propres infrastructures, ce qui ferait qu'il y aurait des possibilités d'impliquer des centres de formation ou des centres académiques. Cela permettra de donner un cursus pour arriver à un bon jour qui pourrait compétir en Afrique. Je pense que nous avons de ce point de vue également un problème. La balle est maintenant dans le camp des clubs qui doivent s'assurer de tous les moyens pour s'engager en compétition africaine au risque de revenir encore bredus des compétitions internationales l'an prochain. Oui, Abi Diallo, on ne peut plus clair après ces diagnostics sans complaisance du technicien Cheikh Tidiane Biteye. Décidément, la bourrasque qui s'est abattue sur les clubs sénégalais en Coupe africaine ne s'est toujours pas dissipée. Et face à cette dégringolade assez récurrente, eh bien, nos techniciens auront fort à faire désormais. Football toujours, on passe à la Ligue 2 qui termine cet après-midi sa 11e journée. Avec deux matchs à Demba Diop à 15h30, la Renaissance de Dakar, 11e au classement, reçoit le Nerguet 8e. À 17h30, le Port 10e fera face à Yego Sikap, 4e au tableau. Et hier, il y a eu une série de nuls blancs entre l'Olympique de Ngor et Diamono de Fatick, AS Pikine et le Dakar Université Club, Etix et Africa Promo Foot. En revanche, une note particulière. Et là, c'est la première victoire de Barguet de Kébémer, 4-1 devant Kayor Foot, et celle de la Sonacos de Diourbel sur le leader Dakar Sacré-Cœur. Les Dakarois de Dakar Sacré-Cœur restent toujours sur le fauteuil. Du côté de la Ligue 1, par contre, le fauteuil de leader a changé d'occupant. Oui, on dira exit Génération Foot et bienvenue à Djambar, désormais leader avec 20 points. Les pensionnaires de Sali ont battu hier le GFC dans sa maison 1-0. Ils relèguent ainsi Génération Foot à la deuxième place avec 18 points après leur défaite 0-2 devant l'équipe du stade de Mbour. Le Casasport 4e a battu Inexemi et l'US Ouakam 1-0. La Linière de Saint-Louis a dominé Mbour Petite Côte 3-1. AS Douane Tenguet FC 1-1. Et donc il reste deux matchs, les matchs reportés Gorée Diaraf et Niari Teli Ndiambour pour les raisons que vous savez. Tandakhandiaï, votre fenêtre habituelle sur le week-end en Europe. Oui, il y avait la FA Cup en Angleterre ce week-end, les huitièmes de finale. Manchester United est allé éliminer Blackburn 2-1. Tottenham qui sort l'équipe de Fulham 3-0. Middlesbrough vainqueur, le Oxford Club de Détroit 3-1. Journée de championnat en France, la 26e hier, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec au Parc par Toulouse 0-0. Lyon qui bat Dijon 4-2. Bordeaux qui domine Guingamp 3-0. Et Montpellier de battre Saint-Etienne à la Mosson 2-1. Au calcio italien, la Juve, toujours leader, a battu l'équipe de Palerme 4-1. Sa dauphine, l'AS Rome, sur le
même score, obtient le succès contre Torino. Naples de Kalidou Koulibaly, 3e, qui gagne 3-1 chez Chievo Vérone. Et puis la Lazio de Rome, Lazio de João Baldé, le Sénégalais, a marqué son équipe qui gagne Empoli 2-1. En Allemagne, 21e journée avec Mönchengladbach hier, qui a été battu par l'équipe classée second au classement. Il s'agit bien sûr de Leipzig 2-1 avec le nul entre Schalke 04 et Cologne. On termine par la Liga espagnole. Là, le Barça, en 23e journée, a battu difficilement Leganés au Camp Nou 2-1. Les clubs en tête ont gagné. Le Real Madrid, leader, qui se défait de l'Espagnol Barcelone 2-0. L'Atlético Madrid qui bat sévèrement le Sporting Gijón 4-1. Et puis le FC Séville qui brille face à l'équipe de Eibar 2-0 pour les Sévillans. Et on change de discipline pour parler de basketball. Oui, on a bouclé hier la 13e journée du National 1 masculin. Résultat des matchs disputés notamment à Marius Ndiaye, Sibac qui domine la SCT 70-63. L'équipe de Mermoz qui s'est imposée sur le fil 47-46 devant l'équipe de l'USRAI. À Rufisque, le Saltigué s'est incliné 41-54 face à l'UGB. On termine avec les arts martiaux. Oui, les arts martiaux. Et là, je vous amène justement du côté des arts martiaux. Eh bien, on va aller donc du côté du Diourbel, puisque les rideaux sont tombés sur la 8e édition de l'Open du Baol, une compétition de karaté ouverte à tous les combattants sénégalais, initiée par les fils du Baol depuis 2009. Un bilan très satisfaisant selon les organisateurs qui avaient à leur côté toutes les sommités du karaté sénégalais. Lamine Gueye, président de la Commission nationale des arbitres et directeur technique régional de Diourbel, et Mohamedou Ali Ndiaye, ancien champion du monde de karaté. Je vous propose de les écouter au micro de Joseph Niol. On est vraiment satisfait de l'organisation, la qualité des combats et aussi les tableaux relevés. On avait initié cette année-ci 4 catégories garçons. On a fait ramener les katapis, c'était vraiment excellent. L'année dernière, des couacs ont été notés, le manque de soutien entre autres. Cette année, cela ne s'est pas répété. Bon, c'est comme d'habitude. Ce qu'on fait là, c'est aussi simple que possible. C'est le nombre de trophées, on cherche à être parrainé. Donc sur ça, il n'y avait pas de problème. Maintenant, bon, c'est les autorités au niveau local. Bah, vraiment là, on a beaucoup de choses à retirer. Vraiment, il faut que les gens se mobilisent pour soutenir le pont du Bawa. C'est devenu vraiment quelque chose qui est inscrit dans le calendrier de Diourbel. On était à 267 combattants. Même des régions qui ne viennent plus, ils étaient là. C'est depuis 1999 que moi et M. Lamine Gueye, on est en train de discuter pour en arriver là où on est là aujourd'hui. Qui dit 8 ans, 8e édition, c'est pas 8 jours. Parce qu'on est motivé et déterminé pour rendre cette ville exemplaire en matière de sport. Rendez-vous en 2018. Voilà, le rendez-vous donc pris en 2018 et je vous propose justement une petite prolongation à Diafatou Sarr. En athlétisme, la 3e édition du meeting de Kolda est calée le 29 avril prochain. Information Hassan Koli, RTS Kolda. Les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, le club de Johannesburg a remporté la Super Coupe d'Afrique des clubs et donc les coéquipiers de Nascimento, auteur de l'unique but de la finale, ses coéquipiers ont battu les Corbeaux de Lubumbashi, détenteur de la Coupe de la CAF. Et puis, école de football, la finale de la 12e édition du tournoi doté du trophée du directeur de la télévision nationale. Ce sera le 26 février chez les sapeurs-pompiers de Dieuppeul. Ampipi et Benjamin, la grande finale mettra aux prises justement à 11h l'école de football Génération Guelewar et l'équipe de Marzin Sport. Et puis, je termine par le tournoi de l'association pour la renaissance de la langue et culture Djola qui a donc débuté hier à Kaolack avec un match inaugural. L'équipe de Tandouk, l'équipe de Khalil Goudiaby qui a battu l'équipe de Tchonkessil 2-1. Information Elajikan, RTS Kaolack, Adja Fatoussar, c'est tout. Bon appétit. Merci Tanda Khanya et bon appétit à vous aussi. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Les assises de l'entreprise du CNP, Conseil national du patronat, s'ouvrent ce 21 février à Dakar. Elles vont abriter un colloque de 2 jours sur le bien-être au travail. C'est à l'initiative de l'Association sénégalaise des professionnels en ressources humaines. Selon son secrétaire général, cette question n'est pas suffisamment prise en compte dans les entreprises sénégalaises. Abdoul Alfadia est l'invité de Gorbel Jacob. Abdoul Alfadia, bonjour. Oui, bonjour. Vous organisez un colloque sur la problématique du bien-être au travail. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Nous
avons choisi ce sujet parce que nous nous sommes rendus compte que c'est une problématique qui est vraiment d'actualité au regard de l'évolution un peu du marché du travail et de l'entreprise. On se rend compte en effet que les outils de motivation sont en train d'évoluer et qu'aujourd'hui les salariés ont une nouvelle forme de motivation qui relève beaucoup plus de l'épanouissement, qui relève beaucoup plus du plaisir qu'on peut avoir dans le milieu du travail que des aspects traditionnels comme le salaire, comme la sécurité de l'emploi, etc. Donc l'idée c'était de vraiment mener une réflexion sur ces nouveaux leviers de motivation du personnel et voir quels sont les outils qu'il conviendrait de mettre en place pour s'adapter à cette évolution. Alors, ce bien-être au travail, est-ce qu'il est suffisamment pris en compte dans nos entreprises et quel est son impact mesurable sur leur productivité? Justement, cette notion de bien-être n'est pas vraiment prise en compte dans les entreprises sénégalaises, encore moins dans l'arsenal juridique du pays, puisque aussi bien dans le Code du travail que dans les différents outils, on ne voit pas les éléments qui permettent d'apprécier le bien-être au travail ou, à défaut, le mal-être au travail. Il va de soi que son impact est évident sur la productivité, puisque si vous avez un salarié qui n'est pas motivé, qui se lève malgré lui pour aller au travail, c'est clair que ça va s'en ressentir sur sa productivité. Alors, quelles sont les recommandations qui pourraient découler de votre colloque? Les recommandations qui pourraient en découler concernent notamment la prise en compte de cette notion de bien-être, aussi bien dans les aspects légaux que dans les aspects stratégiques de la gestion des ressources humaines. Par exemple, une des recommandations que nous voudrions bien faire à l'issue de ce colloque concerne la prise en compte de ce bien-être dans le Code du travail, du mal-être également, tout ce qui concerne le harcèlement, que ce soit sexuel ou moral, que ce soit la gestion du stress. On est même en train de voir aussi dans quelle mesure il serait envisageable d'introduire une rubrique concernant le bien-être dans le bilan social, qui est un outil d'évaluation des pratiques RH dans l'entreprise. Quels sont les acteurs qui vont participer à ce colloque? Il y aura les DRH bien entendu, tous les professionnels de la fonction RH. Nous avons invité aussi les associations sœurs africaines et nous allons apporter quelques innovations. Par exemple, nous allons, pendant le colloque des 2 jours, faire passer un questionnaire pour mesurer le bien-être des agents aux participants et la restitution se fera immédiatement. Nous envisageons également, lors de ce colloque, de lancer le concours des entreprises Best Place to Work, c'est-à-dire les entreprises où il fait le mieux vivre et travailler. C'est un concours qui est organisé par un institut américain avec lequel nous serons en partenariat pour commencer déjà à lancer cette démarche, cette sensibilisation sur cette question du bien-être. Abdoul Alpha Dia, merci. C'est moi qui vous remercie. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Aaron Diouf. Indépendance Day, Macky soupe guestage chez Barreau, titre l'As quotidien. Invité d'honneur du président Adama Barrow, Macky Sall a ravi la vedette à ses homologues. Se félicitent les envoyés spéciaux du quotidien l'As à Banjul. Ainsi, on ne fera pas la fine bouche, encore moins preuve d'une modestie mal à propos, reprend le commentateur du Témoin quotidien. Macky Sall, un messie à Banjul, indique Abdou Karim Diarra, pour qui le président sénégalais a été la véritable vedette de la célébration du 52e anniversaire de la fête de l'indépendance du pays. Mais l'image la plus frappante et à laquelle relève le commentateur de Sud Quotidien, Macky Sall ne s'attendait certainement pas, a été le standing ovation dont il a bénéficié. Oui, parce que debout comme un seul homme poursuit suite les Gambiens dans un Independence Stadium plein comme un œuf. On saluer le leadership du chef de l'État sénégalais. Des Gambiens racontent le Témoin quotidien qui scandait son nom et criait thank you pour cet homme Macky Sall qui a apporté la paix, l'espérance, la croyance à un nouveau départ, la confiance à un peuple qui, selon Abdou Karim Diarra, avait fini par se résigner face à la main implacable d'un dictateur cruel et fantasque. Du coup, sans une volonté de blasphémer, affirme le Témoin, Macky Sall a été ce week-end pour ses nombreux Gambiens le Messie, pris sous l'angle d'un sauveur envoyé par Dieu pour aider un peuple frisant la désinvolture et la résignation externe à combattre la tyrannie imposée par un seul homme. Bref, un nouveau départ salué par le quotidien Enquête à sa première page, l'éditorialiste du Soleil, aussi Cheikh Thiam, qui se félicite
de ce qu'il qualifie aujourd'hui de diplomatie de succès. Et puis en politique est retour chez nous avec le maire de Dakar qui est annoncé à la division des investigations criminelles demain mardi. Beaucoup de journaux en font état ce matin. Des analystes et autres commentateurs de la presse comme Hassan Samb de Rewmi Quotidien de prédire alors le pire pour le maire de la capitale parce que le pouvoir l'a décidé. Il s'agit notre mon confrère du début du compte à rebours, étant entendu que c'est le début du processus qui devra, si l'on y prend garde, mener à l'incarcération du maire de Dakar parce qu'enfonce la tribune. Tout cela donne l'impression d'un scénario qui était joué d'avance. Si on se fie aux déclarations antérieures de responsables de haut rang, il était écrit, accuse Birima, que l'édile de la capitale allait payer à l'instar de tous ceux qui sont susceptibles de barrer la route aux champions de l'APR. Du coup, il risque gros, avertit Vox Populi. Il risque gros, oui, car le pouvoir de Macky Sall, renseigne le biétiste de Vox, ne s'encombre pas de forme dans ses menées. Ça c'est l'héritage ouadien. Pour ceux qui oublient vite, rappelle Alham du journal, le mentor de Macky Sall qui avait une parfaite maîtrise de la chasse à la cour, lui qui faisait, selon Vox, sonner la lali pour indiquer à sa proie l'heure de la mort. Arona Diouf pour la revue de presse qui met un terme à ce journal. Merci à l'équipe technique Souleymane Ousmane Ba, CDM Seydina Sow, réalisation Marianne Ndiaye, Gorbel Jacoba, présentation Ibrahima Sadia Diafatou Sarr. Merci de l'écoute. Continuez à suivre nos programmes, se poursuivre sur nos différentes antennes. Excellent après-midi à toutes et à tous.